Vous pourriez rouler plus vite, s'il vous plaît ? Demandes-tu nerveusement au chauffeur de taxi. Vous arrivez à l'aéroport et tu récupères rapidement tes sacs dans le coffre, puis tu te précipites déjà en nage vers le terminal. Tu bouscules des gens dans la foule en t'excusant à chacun de tes pas, et finalement, tu embarques. En quelques heures, tu passes de l'aéroport au yacht qui t'attend dans le port. Et c'est seulement quand tu vois le rivage s'éloigner que tu commences à te calmer. Tes vacances aux Bahamas ont enfin commencé. Tu t'allonges et tu fermes les yeux paisiblement. Un léger mouvement du yacht te réveille. Tu ne sais pas exactement combien de temps tu as dormi, mais le soleil est en train de sombrer lentement sous l'horizon. Tu contemples le magnifique coucher de soleil rougeoyant, mais au bout d'une minute, tu t'aperçois soudain que tu ne peux plus voir la côte. Tu cours sur le pont en regardant dans toutes les directions. Partout autour de toi, il n'y a que l'océan. Tu te rassures, tes compétences en matière de navigation sont excellentes et tu te rends à la timonerie. Tu regardes la boussole, sa flèche tourne à toute vitesse. Les Bahamas, l'océan Atlantique, la boussole. Attends une minute. Oh non, tu es dans le triangle des Bermudes. Tu as entendu beaucoup d'histoires sur cette zone. Des monstres marins, une base extraterrestre, des boucles temporelles et l'Atlantide. Mais que faut-il croire ? Toutes ces théories sur le triangle des Bermudes sont-elles fondées ? La boussole, le GPS et l'Internet de ton téléphone sont maintenant inutiles. Tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner. Tu ne peux pas démarrer le moteur du yacht pour repartir. Est-ce que c'est une chose qui se produit dans le triangle des Bermudes ? L'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde passe par le triangle des Bermudes. Chaque année, de nombreux navires le traversent. Et depuis le 19e siècle, seulement 50 bateaux ont disparu. D'autres endroits sur la planète en ont vu disparaître beaucoup plus. Et s'il était vraiment si difficile de naviguer dans cette zone, aucun capitaine ne s'y engagerait. Autrefois, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car le nord géographique et le nord magnétique y étaient alignés. Si tu passais sur cette ligne, ta boussole ne marchait plus correctement. Mais le nord magnétique se déplace constamment, et il se trouve maintenant bien au-delà du célèbre triangle. Tu n'as pas fait d'erreur de navigation. Tes appareils électroniques n'ont pas de problème. Mais ton yacht n'a plus de carburant car tu as oublié d'éteindre le moteur. Tu appelles les secours et ils te promettent de venir te chercher bientôt. Mais à cet instant, un bruit à basse fréquence se fait entendre dans les profondeurs de l'océan. Le ciel est crépusculaire et tu vois une vive lumière dans l'eau. Puis, à quelques mètres de là, un immense faisceau de lumière orange jaillit de la mer et monte vers le ciel. Un autre faisceau apparaît de l'autre côté du yacht. Le ciel étoilé est couvert. Il semble qu'un énorme laser envoie des colonnes de lumière dans le ciel. Un nouveau cercle lumineux apparaît autour de ton yacht. Il se fait de plus en plus vif et sa charge énergétique brise ton navire en deux. Avec ton gilet de sauvetage, tu sautes dans l'eau en poussant un cri. Une forte lumière apparaît sous tes pieds et, bien entendu, cette histoire n'est que pure fiction. L'une des théories les plus populaires est que la zone du triangle des Bermudes était autrefois le site de l'antique cité de l'Atlantide. Les gens qui y vivaient possédaient, selon la légende, des technologies sans équivalent dans le monde moderne. Et parmi ces technologies, il y avait les incroyables cristaux d'énergie. Ils généraient de l'énergie qui alimentait toute l'île. La ville serait aujourd'hui engloutie, mais les cristaux continueraient à libérer des rayons depuis le fond des eaux. Cette légende a vu le jour vers le milieu du XXe siècle. Elle a été à l'origine de tous les autres mythes sur le triangle des Bermudes. Tu t'assieds dans la cabine pour attendre les secours. Le yacht tangue. Une tempête se prépare. Tu regardes par la fenêtre pour savoir si c'est sérieux, mais tu ne vois rien. Une chose sombre et collante vient de se plaquer contre la vitre depuis l'extérieur. Et cette chose bouge. C'est un énorme tentacule. Il y en a partout. Il s'accroche au yacht de tous les côtés. Tu entends les planches du bateau craquer et tu cours sur le pont. Un violent orage a éclaté et un énorme calamar surgit de la mer. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau et le tire vers le bas. La peur te paralyse. Mais ce n'est encore qu'une légende. Les calamars gigantesques existent bien, mais ils sont présents dans tous les océans et seraient incapables de couler de gros navires. Nous n'avons aucune preuve que le kraken ou d'autres monstres similaires vivent dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Quelque part, loin à l'horizon, tu aperçois un navire. Enfin, les secours arrivent. Tu t'assieds sur le pont et tu prends une boisson pour les attendre tranquillement. Mais étrangement, leur navire est très lent. Puis, tu remarques qu'il est en bois
et qu'il a des voiles noires. Tu entends des cris et des vivas. Ce sont des pirates, avec des cache-œils, des sabres et des perroquets. Ils s'approchent encore et jettent des cordes sur le pont de ton yacht. Aucune légende ne dit que des pirates des siècles derniers sévissaient dans le triangle des Bermudes, ni que le Hollandais volant fasse disparaître les navires qu'il croise. Une théorie populaire veut que les bateaux voyagent vers le passé ou le futur lointain grâce à un portail temporel situé dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont encore que des mythes et tu es bien assis dans notre réalité. Toujours dans l'attente des secours. Mais une tempête éclate. D'énormes vagues secouent le bateau. Tu comprends que les sauveteurs n'arriveront pas à te rejoindre. Tu vas devoir attendre le matin. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu t'accroches fermement à la barre. La tempête ne semble pas trop violente, mais juste à ce moment, à la droite du yacht, tu remarques une vague immense. Elle a la taille d'un immeuble de 10 étages. La vague surgit très rapidement et renverse ton bateau comme une plume. L'impact est si fort que le yacht se retourne 2 fois et reste sur l'eau. L'énorme vague se disperse aussi soudainement qu'elle est apparue. Une seconde plus tard, une vive lumière éclaire les nuages. Ce n'est pas le soleil, mais un disque rougeoyant. Il descend vers ton yacht et modifie la gravité. Ton navire s'élève lentement dans les airs. Un hurlement puissant se fait entendre. Le disque lumineux s'ouvre et tu te retrouves dans un espace noir. Mais ceci est aussi une légende. Aucun vaisseau spatial venu d'une galaxie lointaine n'enlève les gens dans le triangle des Bermudes. Tu es de retour sur le pont et la tempête fait rage. Cette énorme vague était bien réelle d'ailleurs. On appelle cela une vague scélérate. On en voit partout dans le monde et pas seulement pendant les orages. Une vague scélérate peut soudainement apparaître sur une mer calme. Même aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas complètement élucidé cet étrange phénomène. Beaucoup pensent que les vagues transfèrent entre elles de l'énergie cinétique pour finalement produire une seule immense vague qui surgit soudain. Mais la vague disparaît bientôt car l'énergie s'épuise rapidement. Rien ne prouve que de telles vagues se forment plus souvent dans le triangle qu'ailleurs. Cependant, la région des Bermudes est soumise à de fréquentes tempêtes et ouragans. Dans de telles conditions, une scélérate peut facilement apparaître. La tempête prend fin, tu es heureux d'avoir survécu. Tu vois les premiers rayons du soleil et tu entends le léger bouillonnement de l'écume autour du yacht. Il n'y a pas de vagues, la mer est calme, mais quelque chose d'étrange semble se produire à la surface de l'eau. On dirait que le yacht se trouve dans un énorme bol de soupe en ébullition. Le bouillonnement est si puissant que le bateau se met à tanguer violemment. Tu t'accroches de toutes tes forces à la barre, mais une secousse particulièrement puissante te précipite par-dessus bord. Calme-toi, tout va bien. Il existe une théorie réaliste, mais non confirmée, selon laquelle il y aurait des gisements de méthane sous le triangle des Bermudes. Parfois, le gaz surgit du plancher océanique et remplit l'eau d'énormes bulles qui viennent éclater à la surface. Ce phénomène existe, mais d'après de nombreuses études, il n'y aurait pas de concentration de méthane dans le triangle des Bermudes. Tu viens de passer près de 24 heures dans l'un des endroits les plus mystérieux de la planète et tu as survécu. Enfin, tu aperçois les secours. Leur navire s'approche, les sauveteurs apportent des bidons d'essence pour alimenter ton moteur. Mais juste à ce moment, tu vois un immense aileron de la taille d'un voilier. Et puis un énorme requin bondit hors de l'eau. Ses mâchoires sont bardées de centaines de dents pointues, aussi grandes que la main d'un adulte. Le requin se jette sur ton voilier et te tire vers le fond. D'accord, ce n'est pas vrai non plus. On n'a même jamais raconté de légende au sujet de la présence de mégalodons dans le triangle des Bermudes. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître? Et comment est-il arrivé là? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu.
Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces 2 pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation.
C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Porto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, c'en serait fini des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Porto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937, au large de Daytona Beach, en Floride. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes.
L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégés sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique.
Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions.
Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des 2 pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite, pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer.
Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomènes mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment.
Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde, et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation ? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le nord pour atteindre la terre ferme. Puis tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route.
Et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème, puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région. Et la raison en est... l'eau, l'océan, la nature, appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît ? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages ? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers, c'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc, ne tiens pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004, dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket.
La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. 4 décembre 1970. Le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé.
Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30, sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur, mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du Triangle des Bermudes. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico, puis à Miami, et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens ? Le tristement célèbre triangle, connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes, et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash ! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite.
Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi, à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit. Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et... crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'il lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer.
Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur, car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque troisième nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage, de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller. Mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas. Mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine.
Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte. Mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper. Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Ils tirent le requin vers le fond.
Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'une seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. La lune éclaire doucement les eaux noires de l'océan. Un épais brouillard les recouvre d'un silence inquiétant. Soudain, le grincement des planches de bois brise la quiétude du moment et les vagues se mettent à onduler. À travers le brouillard, on aperçoit la silhouette d'un vieux grand navire. Sa coque est rouillée et une étrange impression glaçante s'en dégage. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a personne sur le pont. Le navire navigue sans équipage. Non, ce n'est pas le bateau mythique hollandais volant, mais un véritable bateau fantôme. Voici l'histoire. Le 2 septembre 2019, le navire de la patrouille des glaces de la Royal Navy britannique, le HMS Protector, navigue dans les eaux calmes de l'océan Atlantique. Il est 23h. Une partie de l'équipage du navire est sur le pont, tandis que les autres dorment dans leur cabine. Le capitaine dirige le navire et regarde droit vers l'horizon. Le ciel est éclairé par un crépuscule orangé et des nuages flottent au loin. Soudain, dans ce beau paysage, un des marins remarque la silhouette noire d'un bateau inconnu. Le capitaine ralentit et dirige le navire un peu plus près du mystérieux vaisseau. Il s'agit d'un vieux cargo de 75 mètres de long. Les tentatives de contact avec les membres de l'équipage n'aboutissent à rien. Il semble que le bateau inconnu flotte tout seul dans l'océan. Il n'y a personne à bord. Du moins, personne de vivant. Le pont du navire craque à force de se frapper sur les vagues. Le soleil sombre sous l'horizon et il fait nuit. Le navire a soudain l'air terrifiant. Les marins britanniques n'osent pas monter sur cet étrange pont. Ils prennent une photo, la publient sur Internet et s'en vont. Beaucoup de gens sur Internet vont alors imaginer que les marins ont rencontré un vrai bateau fantôme. 5 mois plus tard, un événement se passe dans le village de Ballycutton, dans le comté de Cork, en Irlande. Un habitant quitte sa maison tôt le matin pour aller faire son jogging quotidien. Tout va parfaitement bien. Musique dans les écouteurs, de l'air frais dans les poumons et un paysage panoramique à couper le souffle. Le jogger court le long de la route sur la côte de la mer Celtique. Une forte tempête s'est produite la nuit passée, mais maintenant la mer semble calme. L'homme court sur le sommet d'une falaise basse et remarque un énorme navire. Un vieux cargo rouillé de 75 mètres de long gît sur la plage, au beau milieu des rochers. Il n'y a personne à bord. On dirait que le navire est là depuis des lustres, mais le jogger est certain qu'il n'était pas là la veille. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit du même navire que les marins du HMS Protector ont vu 5 mois auparavant à des milliers de kilomètres de cet endroit. Le cargo, appelé l'Alta, a été construit en 1976. Personne ne sait qui l'a utilisé pendant tout ce temps et à quelle fin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2017, le navire a été acheté par un nouveau propriétaire et que celui-ci y a hissé le drapeau de la Tanzanie. Il est important de préciser que presque tous les navires de marchandises sont équipés de SIA, système d'identification automatique, moyen nécessaire pour suivre les mouvements des navires dans l'océan. Or, depuis 2015, quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec le SIA de l'Alta. Le navire a disparu des satellites, puis a refait surface. Au cours des dernières années, il a aussi changé de nom et de nationalité. Il n'est pas surprenant que son SIA se soit éteint et allumé à de nombreuses reprises. On dit que certains de ceux qui désactivent le SIA sur leur navire le font pour masquer des activités illégales. Le capitaine du navire, quel qu'il soit, ne voulait manifestement pas montrer les mouvements de l'Alta. Comme l'a montré le SIA en 2017, le navire avait navigué près des villes portuaires grecques. L'Alta a fait 12 escales dans 3 villes de différentes parties de la Grèce. Puis le signal du SIA a disparu, et 10 mois plus tard, l'Alta est réapparu près de la côte nord de l'Afrique, à 2000 km de la Grèce. En septembre 2018, le navire naviguait à environ 2200 km au sud-est des Bermudes.
Et c'est à ce moment-là que les membres de l'équipage ont commencé à rencontrer des problèmes. Il y avait 10 personnes à bord de l'Alta. Le 19 septembre, le moteur du navire est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique. Le rivage le plus proche était très éloigné. Le navire a commencé à dériver. Les jours passaient et l'équipage n'arrivait pas à réparer le navire. Les réserves de nourriture s'épuisaient, l'équipage a commencé à paniquer et à essayer de contacter quelqu'un. La situation a empiré car un fort ouragan s'approchait de l'endroit où le navire était tombé en panne. Les membres de l'équipage ont contacté les gardes-côtes américains. Le 2 octobre, un hélicoptère s'est dirigé vers le navire. Des vivres et de l'eau ont été déchargés sur l'Alta. Cela a permis à l'équipage de patienter plusieurs jours de plus. Environ une semaine plus tard, un bateau de sauvetage a parcouru environ 2400 km pour rejoindre l'Alta et sauver les marins échoués. Les sauveteurs américains ont réussi leur mission juste avant le début de l'ouragan. Tout l'équipage du navire naufragé a été emmené à Porto Rico. L'Alta est resté à la dérive dans l'océan. Au bout d'un certain temps, un autre navire est arrivé pour le remorquer jusqu'à la côte de la Guyane. Puis quelque chose a mal tourné, encore une fois. Le navire a été détourné. Qui l'a fait et pourquoi, cela reste un mystère jusqu'à ce jour. Mais pour une raison inconnue, les voleurs ont décidé par la suite d'abandonner le navire et l'ont laissé dériver dans l'océan. Pendant près d'un an, il a été impossible de suivre la position du navire. Puis en septembre 2019, le vaisseau a donc été retrouvé par la Royal Navy britannique. On ne sait pas comment l'Alta a pu parcourir la distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Une enquête a été lancée en Irlande. Il leur faut à tout prix identifier le propriétaire du navire et trouver une personne responsable qui se chargera de le remorquer. Mais absolument personne n'a été retrouvé. Un jour, un inconnu a appelé les autorités irlandaises et s'est présenté comme le propriétaire du navire. Mais il n'a fourni aucune preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été trouvés à bord de l'Alta. Pour démanteler le navire, les autorités irlandaises devront dépenser environ 10 millions d'euros. Les habitants de la région sont eux aussi agacés par l'épave. La corrosion du métal est nocive pour l'environnement. Des enfants se sont déjà glissés à bord et ont publié des vidéos sur Internet depuis l'intérieur du navire abandonné. Le sort de l'Alta n'est toujours pas décidé. Il est encore là. Ce vaisseau a navigué dans l'océan pendant seulement 2 ans. Maintenant, essayons d'imaginer qu'un autre ait pu dériver pendant 38 ans. Pendant toutes ces années, personne n'a pu rattraper ce navire, et les gens le cherchent encore. Ce navire s'appelle le SS Beikimo. C'était un navire marchand qui appartenait à une société commerciale canadienne. En 1931, il s'est retrouvé coincé dans les eaux glacées au large de l'Alaska. Une forte tempête de neige a commencé, l'équipe a attendu 1 semaine pour que cela se termine, mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Un jour, le climat s'est un peu amélioré et une partie de l'équipage a été évacuée vers la ville la plus proche. Une autre partie de l'équipage, accompagnée du capitaine, a installé son camp près du navire. La tempête a repris et ne s'est plus arrêtée pendant longtemps. Le blizzard était si fort que le capitaine du navire ne pouvait voir au-delà de son bras. Finalement, quand la tempête s'est terminée, le capitaine a constaté que le navire avait tout simplement disparu. Il décida que le Beikimo avait dû couler. Mais 1 semaine plus tard, le navire a été retrouvé à la dérive près de l'endroit où il avait été perdu. La coque du navire était si endommagée qu'il était dangereux pour lui de naviguer. Le capitaine a décidé de l'abandonner. Cependant, il n'a pas coulé. Pendant les 38 années suivantes, il a dérivé en différents points de la côte de l'Alaska. À plusieurs reprises, des personnes sont montées à bord, dont des habitants de l'Alaska et un groupe de chercheurs. Mais toutes les tentatives pour sauver le navire de la mer se sont soldées par un échec. Les opérations de sauvetage ont été ralenties par la glace flottante et le mauvais temps. La dernière fois que le navire a été vu, c'était en 1969. Il était gelé et bloqué par les glaces. En 2006, le gouvernement a créé un projet spécial pour retrouver le Beikimo. Cependant, depuis toutes ces années, le navire n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait plus rien de lui. Il est probable qu'il ait enfin trouvé la paix et qu'il repose maintenant sur les fonds marins de la mer d'Etchuk. Le célèbre triangle des Bermudes dans l'Atlantique Nord semble depuis longtemps faire disparaître les voyageurs, les navires et les avions. Certains experts mettent cela sur le compte des mauvaises conditions météo. D'autres sont convaincus que la raison en est le trafic intense dans la région et l'erreur humaine. Beaucoup de gens croient aussi à des théories plus ou moins alambiquées. Les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou même une météorite massive gisant au fond de l'océan. Il y a aussi ceux qui nient qu'il y ait quelque chose d'inhabituel dans cette région. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. Mais peu de gens savent que l'océan Atlantique Sud recèle lui aussi son propre mystère. Enfin, pas l'océan lui-même, mais un morceau d'espace au-dessus de cette zone. Il est surnommé le triangle des Bermudes de l'espace ou l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, la protection de la Terre contre les radiations solaires est beaucoup plus faible que partout ailleurs.
Lorsque des vaisseaux spatiaux pénètrent dans cette zone, toutes sortes de problèmes surviennent. Par exemple, leur équipement peut défaillir ou tomber en panne sans prévenir. Lorsque la NASA a lancé son rover Perseverance, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en juillet 2020, les planificateurs de l'agence spatiale ont dû faire de leur mieux pour éviter le triangle des Bermudes de l'espace. Sinon, il aurait facilement pu faire des ravages sur le vaisseau spatial lancé en direction de Mars. Cette région étrange s'étend du Zimbabwe au Chili. L'anomalie elle-même semble être liée à l'une des 2 ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de rayonnement intense qui proviennent du vent solaire. Les particules chargées sont capturées par le champ magnétique de notre planète. Elles forment 2 anneaux qui entourent la Terre, s'étendant de 650 à 58 000 km au-dessus de la surface. La ceinture intérieure de Van Allen est composée principalement de protons, tandis que la ceinture extérieure est principalement composée d'électrons. En piégeant les particules, les 2 ceintures nous protègent, ainsi que notre planète, des effets néfastes du rayonnement solaire. L'anomalie de l'Atlantique Sud se trouve dans la région où la ceinture intérieure de Van Allen est très proche de la surface de la planète. À cet endroit, le champ magnétique terrestre est particulièrement faible. Rien n'empêche les rayons cosmiques d'atteindre une limite d'à peine 193 km au-dessus de la surface. Plus le rayonnement solaire est important, plus les particules à haute énergie se rassemblent au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Le problème est que ce point de rayonnement est si bas que de nombreux satellites doivent le traverser en poursuivant leur orbite. Là, ils sont bombardés par des protons à une vitesse de 3000 impacts par centimètre carré par seconde. Pas étonnant que cela affecte tous les systèmes électroniques à bord d'un vaisseau spatial. Par exemple, le télescope Hubble traverse le triangle des Bermudes de l'espace plus de 10 fois par jour. Et il ne peut pas collecter d'informations lorsqu'il se trouve dans cette région. Si l'équipement n'est pas mis en mode sécurité, tous les systèmes du vaisseau spatial peuvent tomber en panne. De plus l'électronique devient complexe, plus les problèmes se multiplient dans cette région de l'anomalie de l'Atlantique Sud et plus les dégâts s'avèrent coûteux. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon a failli devenir incontrôlable en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a connu de graves avaries lors de son passage dans l'anomalie magnétique. Heureusement, ces problèmes ont été de courte durée. En mars 2016, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a perdu le contact avec son satellite Hitomi. Celui-ci avait été lancé environ 1 mois auparavant pour étudier les processus qui se produisent dans l'univers. Plus tard, on a découvert que le vaisseau spatial s'était brisé en morceaux et s'était écrasé sur Terre. L'un des capteurs de mouvement a signalé que le satellite était en rotation, mais en réalité il était stable. Lorsque le système de contrôle a essayé d'empêcher la rotation non désirée et inexistante, le vaisseau spatial est tombé en morceaux. Cet accident a coûté près de 280 millions de dollars et 3 ans de préparation partis en fumée. Mais revenons au champ magnétique terrestre. Pourquoi est-il plus faible au-dessus de l'océan Atlantique Sud ? Plutôt que d'être une sphère parfaite, notre planète est bombée en son milieu. Si l'on mesurait le diamètre de la Terre à l'équateur, il serait 43 km plus large que celui de pôle à pôle. Dans les zones où il y a un creux, les particules chargées provenant de l'espace peuvent se rapprocher de la surface de notre planète. Le champ magnétique est créé lorsque des métaux liquides circulent dans le noyau externe de notre planète. Cela génère des courants électriques et donne également à la Terre ses pôles sud et nord. Mais ces pôles ne sont pas constants, car le champ magnétique de notre planète est en constante évolution. Parfois il s'affaiblit, parfois il se renforce. En ce moment, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. Les scientifiques ne nient pas qu'un jour les pôles magnétiques de la Terre pourraient basculer. Alors le pôle Nord deviendra le pôle Sud et vice-versa. De tels phénomènes se sont produits tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois, c'est arrivé il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement va se produire cette fois-ci. Après tout, ce n'est pas un changement instantané. Ce long processus peut même tout à coup s'inverser. Cela s'est d'ailleurs produit il y a 40 000 ans. À cette époque, la Terre était sur le point d'inverser son pôle magnétique nord en pôle sud. Mais cet événement s'est avéré ne pas être un renversement complet. Alors que les scientifiques essayaient de déterminer depuis combien de temps l'anomalie de l'Atlantique Sud existait, ils ont fait une curieuse découverte géologique. Elle a montré à quoi ressemblait le champ magnétique de notre planète il y a plusieurs milliers d'années. Les Bantous étaient une tribu antique d'Africains qui vivaient il y a environ 1000 ans dans la région de la vallée du Limpopo.
Aujourd'hui, cette région se trouve à l'intérieur de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les Bantous avaient un étrange rituel. Pendant les sécheresses, ils brûlaient leur propre hutte d'argile, en espérant qu'un tel sacrifice ferait pleuvoir. Mais lorsque l'argile brûlait à haute température, les minéraux magnétiques qu'elle contenait s'alignaient sur le champ magnétique terrestre. C'est pourquoi lorsque la substance se refroidissait, les minéraux montraient la configuration du champ magnétique de la planète. Cela a permis aux scientifiques d'apprendre que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère a commencé il y a longtemps. Les modèles d'argile ont même spécifié certaines périodes où le processus était particulièrement actif. En 400-450, 700-750 et 1225-1550. Mieux encore, les chercheurs ont probablement trouvé la réponse au mystère du triangle des Bermudes de l'espace. Ils ont remarqué que la frontière entre le manteau de silicate de notre planète et son noyau externe de fer-nickel liquide présentait quelque chose d'anodin. Cette région se trouve à près de 2900 km sous la surface de la Terre, et c'est là que se trouve un énorme réservoir de roches ultra denses. Certains experts affirment qu'il pourrait être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et large de plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas exactement comment une roche, même si elle est aussi massive, peut interférer avec le champ magnétique de la planète entière. Cela pourrait être dû au fait qu'elle est située juste entre le noyau externe en ébullition de la Terre et le manteau, qui est beaucoup plus rigide et plus froid. L'énorme bloc rocheux pourrait perturber la couche de fer, et c'est précisément ce qui contribue à former le champ magnétique de notre planète. Quelle qu'en soit la raison, c'est exactement sous l'Afrique que le champ magnétique est inversé. Et c'est ce qui est susceptible de causer l'anomalie qui affecte les vaisseaux spatiaux. Au début, les scientifiques ont pensé que leur découverte signifiait que le champ magnétique allait de nouveau s'inverser. Si c'était vrai, notre planète connaîtrait plusieurs événements catastrophiques. Les continents pourraient commencer à s'incliner dans différentes directions. Cela déclencherait des tremblements de terre catastrophiques, entraînerait la disparition de nombreuses espèces et provoquerait des changements climatiques. Heureusement, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion des pôles seraient aussi graves. Mieux encore, il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu du tout. Après de plus amples recherches, il est apparu clairement que le triangle des Bermudes de l'espace n'est pas le témoin d'un renversement imminent des pôles. Les événements qui se déroulent sous le continent sont plus susceptibles de s'inscrire dans un schéma à plus grande échelle. Mais l'anomalie de l'Atlantique Sud est déjà assez effrayante en soi. Si cette zone continue à s'étendre, elle causera des problèmes non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les ordinateurs et autres équipements électroniques tomberont en panne ou cesseront de fonctionner. Pour l'instant, le rayonnement est moins intense dans les couches inférieures de l'anomalie que dans sa partie supérieure. Mais au cours des 150 dernières années, le champ magnétique de la région a perdu plus de 15% de sa force. Cela ne signifie pas que la Terre sera laissée sans protection contre le rayonnement du Soleil dans un avenir proche. Les experts sont persuadés que cela n'arrivera pas avant au moins 1 milliard d'années. De plus, une sorte de champ magnétique a toujours existé à l'époque de l'inversion des pôles, même s'il était plus faible et plus complexe que notre champ magnétique moderne. Ah, le triangle des Bermudes, un si bel endroit. Non, on le connaît aussi sous le nom de triangle du diable. Les marins et les pilotes du monde entier ont longtemps eu peur de cet endroit. Les histoires de bateaux et d'avions disparus ont fait penser à beaucoup de gens que c'était une zone d'activité paranormale. Beaucoup de gens évitent d'y circuler. Et leurs craintes sont tout à fait justifiées, car beaucoup de choses qui s'y sont produites sont difficiles à expliquer. Mais regardons le radar de vol de cette zone. Le triangle des Bermudes est l'endroit où se trouvent les îles des Caraïbes, et ce sont des lieux très populaires pour les personnes qui partent en vacances. Des millions de touristes visitent ces endroits chaque année, et ils s'y rendent en bateau ou en avion. Beaucoup de petits avions et de bateaux se déplacent constamment entre les îles éloignées, et ils ne croisent pas de choses effrayantes. Tu peux donc être sûr que tous les avions de cette carte vont atteindre leur destination en un seul morceau. Mais les mythes sur le triangle des Bermudes doivent bien venir de quelque part. Jusqu'à présent, les scientifiques et les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer certains des incidents qui s'y sont produits. Alors examinons toutes les rumeurs et enquêtons sur certaines des choses les plus étranges qui se soient produites dans le triangle des Bermudes. Des choses mystérieuses s'y sont passées avant même que nous n'ayons des systèmes modernes de navigation par satellite. Les pilotes et les capitaines de navires naviguaient avec des boussoles et des cartes. C'est là que les gens ont remarqué la première chose étrange dans le triangle des Bermudes. Beaucoup de vieux marins affirment que leur compas devenait fou dans cette région. Leur aiguille tournait et tournait, ou bien pointait dans la mauvaise direction. Mais en fait, il n'y a rien de flippant dans tout ça. Il y a une anomalie magnétique ici, qui est créée par le métal sous terre. Les boussoles réagissent aux anomalies magnétiques de façon étrange. On les trouve partout dans le monde et les scientifiques en savent beaucoup sur elles. De plus,
Comme les navires et les avions disposent maintenant d'une technologie moderne, elles ne représentent plus un danger pour la navigation. Le Gulf Stream traverse également le triangle des Bermudes. Vois ça comme un fleuve qui coule dans l'océan. Son courant peut atteindre une vitesse de 1,8 mètres par seconde. Cela signifie qu'on peut probablement lui reprocher de pousser certains navires qui passent par là à dévier de leur route. Lorsqu'ils s'écartent de leur trajectoire, il est assez facile pour ces navires de se perdre. Mais ce qui est également important ici, c'est que l'air du Gulf Stream se mélange à l'air froid, et la différence de pression provoque de violentes tempêtes. Certaines personnes pensent que ces tempêtes peuvent devenir si puissantes qu'elles fracassent tout simplement les navires et les avions qui se trouvent à proximité. Beaucoup de marins et de pilotes débutants n'en tiennent pas compte lorsqu'ils voyagent dans le triangle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle aussi Hurricane Alley, l'allée des ouragans. D'autres personnes ont toutefois des explications plus inhabituelles pour le triangle des Bermudes. Il y a une théorie selon laquelle c'est l'endroit préféré des extraterrestres en visite. Toutes les personnes qui y ont disparu ont en fait été emmenées par les extraterrestres pour leur expérience. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens aiment cet endroit pour les vacances. D'autres pensent que le triangle abritait l'ancienne civilisation de l'Atlantide, il y a quelques milliers d'années, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Bahamas modernes. Ils affirment que cette civilisation a été mystérieusement absorbée par le triangle des Bermudes. La théorie est que le triangle est en fait une sorte de portail vers une autre dimension et que tous les navires et avions disparus ont été aspirés dans le triangle. Mais toutes ces idées ne sont probablement que des mythes. Il est plus probable que des conditions météorologiques difficiles soient ce qui se cache derrière le mystère du triangle des Bermudes, accompagné de simples erreurs humaines. Mais les experts ne peuvent toujours pas expliquer certains incidents qui s'y sont produits, dont un qui aurait impliqué un voyage dans le temps. Tout s'est passé en décembre 1970. Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage gigantesque est apparu juste devant lui. Il devenait de plus en plus gros et il n'y avait aucun moyen de le contourner. Il fallait plutôt le traverser. Alors qu'il volait à l'intérieur, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à avoir des éclairs de lumière blanche tout autour de lui. Ils étaient si brillants qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. Son voyage à travers l'étrange nuage a duré près d'une demi-heure. Pendant ce temps, le nuage a changé de forme. L'espace autour de l'avion a formé un tunnel, et puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Tous les instruments et l'équipement de navigation de l'avion ont commencé à devenir fous, et l'électronique a cessé de fonctionner. Bruce s'est efforcé de rester calme alors qu'il se débattait avec les commandes. Puis une lumière blanche est apparue au bout du tunnel. L'avion s'est échappé du tunnel de nuages juste avant qu'il ne se referme. Tout semblait aller bien, mais Bruce s'est alors retrouvé dans une sorte de brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a réussi à contacter le contrôle au sol et a été choqué quand on lui a annoncé que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Quelque chose d'impossible s'était produit. L'avion de Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il y était parvenu en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Lorsqu'il s'est posé, le pilote est allé vérifier la quantité de carburant restant dans son réservoir. Il s'est avéré qu'il avait consommé beaucoup moins que la quantité habituelle de carburant. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, les enregistrements montrent que beaucoup de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là, et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait facilement pu rendre l'électronique et les appareils de l'avion fous. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? Tout comme le reste du triangle des Bermudes, la côte de Floride est un endroit où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression haute et l'autre une basse. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens essaient encore de comprendre comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Une autre chose tout aussi étrange s'est produite en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation au-dessus de la mer. Mais quand ils ont fini, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin, et ils ont disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Il n'aurait jamais laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Même aujourd'hui, les gens débattent encore de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes, mais qui sait ? À peine 3 ans plus tard, un avion de passagers se dirigeait vers Miami depuis San Juan à Porto Rico. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces.
Il n'y avait pas de nuages d'orage cette fois-ci, le ciel était dégagé pendant tout le vol. Mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 80 km de la côte, il a pu être frappé par un vent violent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans cette zone du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude qu'il s'agissait du même. Ces histoires sont certes étranges, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Souviens-toi simplement de ceci. Il y a quelques années, le Fonds mondial pour la nature a fait des recherches et a établi une liste des mers les plus dangereuses du monde. Le triangle des Bermudes ne figure même pas sur cette liste. C'est probablement parce qu'il n'y a pas plus d'accidents qui s'y produisent que partout ailleurs dans le monde. Je me sens mieux. Pas toi ? Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces.
Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le Triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où 2 grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région, mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le Triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le Triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. Un éclair lumineux sur ta gauche. Boum ! D'où vient cet éclair ? Ton avion tremble, tes instruments s'arrêtent de fonctionner. Il y a 1 minute, le ciel était clair et bleu. Maintenant, il fait tout noir. Tes sens se détraquent. Tu ne sais plus où est le haut et où est le bas. C'est un sentiment étrange. Tu es en dehors du temps et de l'espace. Des éclairs jaillissent de toutes les directions. Les nuages enveloppent ton avion et le font tourbillonner. Tu prends les commandes et tu te répètes « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». À travers les nuages sombres et épais, tu vois un rayon de lumière. C'est ta seule chance. Ton avion vole vers la lumière comme un papillon de nuit vers une source de lumière. Et vouf, tu sors du terrible tourbillon. Tes instruments sont revenus à la normale, l'avion ne tremble plus, tu es sauvé. C'est ainsi que les pilotes qui ont fait face à l'anomalie du Triangle des Bermudes décrivent leur expérience. En tout cas dans les émissions de télévision.
L'énorme bout d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico reste la zone la plus mystérieuse de la planète. Mais ce n'est pas la seule. L'Alaska a aussi son triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent de brouillard épais, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, les choses sont un peu plus compliquées. Les gens, les avions, les bateaux disparaissent sans laisser de traces. Il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a annoncé par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long semblait s'être évaporé dans l'air. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Ce mystère a rendu le triangle de l'Alaska célèbre. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et peu peuplée située entre Anchorage, Barrow et Juneau. Si tu connectes les points sur une carte, tu obtiens un joli triangle. On pourrait y faire tenir tout l'État de l'Oregon 2 fois. Si tu te documentes, tu trouveras d'autres zones sur la planète où des choses bizarres continuent de se produire. Sur Terre, en mer, dans le désert, dans la jungle. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions sur ces lieux. Ils présentent tous des anomalies électriques et magnétiques extrêmes. Des avions et des bateaux y disparaissent, les gens entendent des choses, voient des choses, et en voici quelques-unes. La vallée du bambou noir en Chine ressemble à un décor de film d'horreur hollywoodien. Là-bas, tout est flippant et mystérieux. Imagine une forêt de bambous qui atteigne près de 40 mètres de hauteur. Les plantes vivent très près les unes des autres et laissent à peine entrer la lumière du soleil. Un étrange brouillard plane dans l'air. D'où vient-il et pourquoi est-il là ? Personne ne le sait. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Depuis des siècles, des gens ont disparu dans cette vaste forêt. Les scientifiques pensent que la géologie déréglée du site est en partie responsable. Des fissures peuvent soudainement apparaître dans le sol, assez grandes pour y tomber. Il y a de brusques changements de temps et peut-être même des vapeurs toxiques. Certains arbres en dégagent lorsqu'ils tombent au sol. Il existe une longue route qui traverse le Ladakh en Inde. On l'appelle la route magnétique. Elle est en pente et semble défier les lois de la gravité. Voici ce qui se passe. Tu roules au pied de la colline, tu coupes le moteur sans serrer le frein à main et tu sors de la voiture. La voiture se met alors à monter toute seule à une vitesse de 20 km/h. Comment est-ce possible ? Théorie numéro 1, la colline a une attraction magnétique incroyablement forte et elle attire les véhicules une fois qu'ils sont trop proches. L'armée de l'air indienne évite soi-disant de la survoler pour éviter toute interférence avec ses équipements. Version numéro 2, tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Les collines environnantes semblent s'estomper à l'horizon, on dirait que la route monte, mais ce n'est pas le cas. L'immense lac Michigan ressemble davantage à une mer qu'à un lac, et au cours des 400 dernières années, 6000 bateaux y ont disparu. Pourquoi cela se produit-il ? Le lac a son propre triangle mystérieux, et on compte d'ailleurs plus de mystères non résolus ici que dans le célèbre triangle des Bermudes. En 1950, le vol 2501 de New York à Minneapolis a disparu au-dessus du lac. Le sort des 3 membres d'équipage et des 55 passagers reste inconnu. En 2007, un professeur d'archéologie subaquatique a cartographié le fond du lac Michigan. Il a trouvé des pierres disposées en cercle à 12 mètres sous la surface. Elles ressemblaient un peu au site de Stonehenge en Angleterre. Mais pourquoi se trouvaient-elles au fond d'un lac ? Et qui les avait mises là ? Mystère. Les archéologues ont trouvé un motif sculpté sur l'une des pierres. Son contour ressemble au dessin d'un animal. Ce n'est pas si inhabituel, sauf que cet animal particulier, qui ressemble à un mammouth, a probablement été sculpté il y a environ 10 000 ans. Le sommeil est très difficile à trouver pour les Vénézuéliens qui vivent près du lac Maracaibo. À l'endroit où le fleuve Catatumbo se jette dans le lac, il y a d'énormes orages électriques stationnaires qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, et ce, 260 jours par an. Cela représente plus d'1 million d'éclairs au-dessus du lac chaque année. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque cette foudre quotidienne. Certains pensent qu'elle est due au gaz de méthane qui s'échappe de la surface. D'autres pointent du doigt les dépôts d'uranium dans le sol.
Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont sûrs que la foudre est causée par la configuration climatique de la zone. L'air froid des montagnes se heurte à l'air chaud de la mer. Résultat, beaucoup de frottement et d'humidité, la combinaison parfaite pour un feu d'artifice naturel nocturne. C'est super bruyant et un peu ennuyeux si tu vis à proximité, mais la zone est vraiment importante pour la planète. Elle aide à régénérer l'ozone de l'atmosphère. Et maintenant, celui par lequel tout a commencé, le triangle des Bermudes. Des avions, des bateaux, tous disparus sans laisser de traces. Les théories sont sans fin. Les scientifiques pensent même qu'il pourrait y avoir un énorme météore au fond de la mer qui émet sa propre énergie magnétique. Il pourrait perturber les équipements de navigation de tous ces malheureux bateaux. Et ça dure depuis un moment. Les chercheurs pensent qu'il causait déjà des problèmes à l'époque de Christophe Colomb. En ce qui concerne l'Alaska, les anomalies magnétiques sont de l'ordre de 10 à 12. Là, l'aiguille de ta boussole peut se tromper de 5, 30 ou même 60 degrés. Mais le dysfonctionnement des équipements ne suffit pas à expliquer la disparition de tant d'avions et de personnes dans ce gigantesque État américain. L'Alaska est sauvage, de hautes montagnes, des forêts à perte de vue, de la neige en hiver et une chaleur intense en été. Il y a 3 millions de lacs, 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers, et un seul habitant au kilomètre carré. À titre de comparaison, la Californie en compte plus de 250. Tu pourrais marcher pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans voir personne. Sauf peut-être un ours ou deux. Et le cycle des jours et des nuits peut être vraiment déroutant si loin au nord. Les touristes du monde entier rêvent d'aller en Alaska pour voir la planète telle qu'elle était avant, sans jungle de béton, sans routes infinies, sans entrepôts et sans champs de maïs. Mais ce n'est pas seulement un endroit magnifique, c'est aussi un endroit incroyablement dangereux. Tu peux te perdre en forêt, mourir de faim, être trempé jusqu'aux os, perdre ta boussole ou ton GPS. Dans les dures conditions d'Alaska, le danger est toujours au coin de la rue ou des bois. Or, la plupart des touristes n'y sont pas préparés. 80% des communautés de l'État ne sont pas reliées au réseau routier. À l'époque du Far West, les chevaux transportaient les gens, les produits et les informations. Aujourd'hui, en Alaska, tout se fait par avion. On y dénombre 9000 avions et 8000 pilotes, soit plus d'un habitant sur 100. Des changements de temps soudains, des pluies fréquentes et diluviennes, des tempêtes de neige et du brouillard. Pas vraiment les ingrédients d'un vol paisible. Les ailes des avions en Alaska peuvent se couvrir de glace. Le brouillard peut masquer les sommets enneigés des montagnes et de fortes rafales de vent peuvent faire dévier un petit avion de sa trajectoire. C'est ce à quoi les pilotes doivent faire face à chaque décollage. Et alors, cet avion qui a disparu ? Les enquêteurs pensent que le Douglas C-54 Skymaster a disparu à cause du mauvais temps et que les débris ont été recouverts de neige ou sont tombés dans un lac. 5% du territoire d'Alaska est couvert de glaciers et il y a beaucoup de crevasses dans ces glaciers. Certaines assez grandes pour contenir une personne, plusieurs personnes ou même un avion entier.